Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h07 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face du jour. André Berkov, vous recevez Henri Guénaud, homme politique et auteur de ce nouveau livre, À la 7e fois, les murailles tombèrent. C'est aux éditions du Rocher. Bonjour Henri Guénaud. Bonjour. Alors Henri Guénaud vous reçoit toujours avec plaisir, vous le savez, parce que à chaque livre, vous apportez quelque chose. Et là, au fond, carrément, je ne sais pas si c'est l'actualité, enfin une actualité qu'on aurait pu éviter, c'est Jéricho. Mais là, c'est effectivement la fameuse parabole, le poème de Victor Hugo, à la 7e fois, les murailles tombèrent. Et au fond, vous dites, on est parti, comme disait, vous savez, ça me rappelle un ministre algérien qui disait, nous étions au bord du gouffre, mais depuis on a fait un grand pas en avant. Est-ce que ce grand pas en avant, vous avez l'air de dire, et vous abordez, et on va prendre le temps d'aborder tous les domaines qui nous concernent d'ailleurs, on a l'impression que vraiment, comment on dit, le somnambule, l'aveugle, je ne sais pas, qui va dans le mur, qui sait, mais qui va dans le mur en chantant. Oui, alors, ce n'est pas la première fois dans l'histoire, hein. C'est déjà arrivé, bien ça recommence. Voilà. Ça recommence avec le même aveuglement. Ça fait 40 ans que nous progressons comme ça vers ce... Vers quoi? Le bord de ces abîmes, au fond de désespérance et de violence surtout, où nous nous trouvons aujourd'hui. Voilà, c'est une espèce d'inconséquence, de cécité, alors, encore une fois, c'est toujours toutes les grandes crises sont produites de cette façon. Ouais. Moi, je me souviens, je le cite d'ailleurs, Edgar Morin, qui, dans une des interviews qu'il avait données au moment de son 100e anniversaire, avait répondu à la question est-ce que vous pensez que la situation actuelle a un rapport avec celle que vous avez vécue dans les années 30? Et il avait dit oui, d'un certain point de vue, oui, et nous avons vécu ces années-là. Il avait une vingtaine d'années, enfin, il était adolescent, puis oui, dans les années 30. Voilà, il dit, mais nous l'avons vécu comme des somnambules. Nous ne nous rendions pas compte, au fond, de ce qui se passait. Après, la réalité l'a rattrapé, lui a sauté au visage, et il est parti dans la résistance, mais c'est un peu ça. Et ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est que la réalité de la situation à la fois psychologique, sociale, politique, économique, tout ça, économique du monde et de notre pays est en train de nous sauter à la figure, mais que pour autant, on a l'impression que le pire ne peut toujours pas nous arriver, et nous continuons imperturbablement à faire comme si rien de tout ça ne pouvait nous arriver. Mais alors justement, Henri Guénaud, rentrons dans le vif. En fait, vous savez, les somnambules, c'est d'ailleurs le titre d'un très beau livre d'Arthur Koestler aussi. Mais vous en parlez, c'est ce somnambulisme. Vous avez été très proche de certaines personnes du pouvoir. Je rappellerai que vous avez très largement contribué à la victoire de Sarkozy en 2007 pour la présidence de la République. Mais au fond, il y a quelque chose qui se pose. Vous dites, effectivement, c'est pas la première fois dans l'histoire, c'est le moins que l'on puisse dire, la chute des empires et tout. Mais est-ce que ces princes qui nous gouvernent, qui sont pas quand même les plus imbéciles du monde, ne veulent pas voir, sont dans le déni, manque de courage, de volonté, de prévision? C'est quoi qui fait que, vous dites 40 ans, 40 ans, ça fait, on a vu se succéder des présidents depuis 40 ans, pour ne parler que de la France. C'est quoi? C'est vraiment une espèce de volonté de dire, après moi le déluge, et puis on verra bien? Alors d'abord, encore une fois, c'est un vieux penchant humain qu'on retrouve, sinon nous ne serions jamais retrouvés dans les situations dramatiques du passé. C'est ce vieux penchant qui nous amène souvent, et plus encore aujourd'hui que jamais, à oublier la nature humaine. La politique, elle a quelque chose à voir avec la nature humaine, c'est-à-dire que son premier rôle, c'est... comme c'est d'ailleurs le rôle de la culture, de la civilisation, de l'école, des institutions, c'est de tout faire
pour maintenir à l'intérieur de nous, empêcher de laisser sortir cette violence qui est le fond de la nature humaine. C'est-à-dire, la nature humaine, elle est capable du meilleur, du plus beau, du plus grand et du pire. Et le pire, c'est cette animalité, cette sauvagerie, cette violence qui, dès que les forces relâchent, dès que les digues qui la maintiennent à l'intérieur de l'homme s'effritent, sort et dévore tout sur son passage. Et la vérité que nous ne voulons pas avoir en face, et aujourd'hui moins que jamais, c'est que nous sommes tous capables de cette violence. On vient de voir l'affaire du Hamas, on s'est à juste titre profondément ému de ces sauvages qui éventrent les femmes, coupent la tête des bébés, etc. Bien, nous avons été capables dans l'histoire de faire cela. Pendant les guerres de Vendée, on mettait des cartouches dans le vagin des femmes et on les faisait exploser. Pendant les guerres de religion, pendant la guerre de 30 ans, qui fut une horrible boucherie et sauvagerie, on détruisait des villages entiers, on torturait les gens. Enfin, ça avait fait des millions de morts. Je ne parle pas du XXe siècle. En fait, vous dites que, voilà. Mais c'est intéressant. En fait, ça, on sait, il y a eu l'animalité était beaucoup plus débordée, mais on pensait après les horreurs du XXe siècle, on pensait. Mais oui, mais on a toujours pensé ça, et on pense plus, et on pense encore plus que d'habitude. C'est-à-dire, oui. alors d'abord, il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les Lumières du XVIIe, du XVIIIe siècle. Il y a une chose qui naît, à mon avis, qui est une erreur d'appréciation dans la philosophie des Lumières, c'est l'idée qu'une partie des Lumières se fait de la bonification de l'homme au cours du temps. L'homme nouveau. Enfin, oui, alors c'est un homme nouveau qui ça. C'est pas l'homme nouveau des nazis ou des bolcheviks, mais c'est le fait que finalement, par l'instruction, l'homme devient au fur et à mesure du temps qui passe meilleur. Bon. Évidemment, l'homme ne devient pas meilleur. Bien entendu, il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès. Il n'y a pas de progrès de ce point de vue-là. Voilà, il n'y a pas de progrès. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sans cesse faire des efforts d'éducation, de civilité, mais ce sont des efforts qui n'ont pour but au fond que de maintenir autant que possible, tant bien que mal, cette violence à l'intérieur de nous-mêmes. Et quand on pense que l'homme devient meilleur, eh bien on relâche ses efforts. Si vous voulez, je crois que nous vivons une époque où nous pensons, depuis quelques décennies, que nous avons vécu une révolution anthropologique telle que nous ne sommes plus pareils que ceux qui nous ont précédés. Nous sommes plus intelligents, nous sommes meilleurs, nous ne referons pas les mêmes fautes, nous ne commettrons pas les mêmes crimes, et d'ailleurs, on le voit au sort que l'on fait à l'histoire. Au fond, l'histoire, le passé, c'est le passé. Ça ne sert à rien, sinon à être éventuellement un ornement de l'esprit pour meubler la conversation. Voilà. C'est ça. Mais alors, on a usé et abusé de l'idée que l'histoire ne se répétait pas. Alors, d'une certaine façon, c'est vrai, l'histoire ne se répète pas à l'identique, les circonstances changent, les mentalités changent, mais nous répétons sans arrêt. C'est-à-dire que nous sommes les mêmes, et que ce que nous apprend l'histoire, ce sont pas des recettes pour l'avenir, mais ce que nous apprend l'histoire, c'est ce que nous sommes. Voilà, c'est que quand vous regardez l'histoire, le fond, vous apprenez ce qu'est l'homme. Ouais. Et ça sert au moins à ça. Et ça, c'est énorme. Voilà, c'est-à-dire, après, vous pouvez, et c'est vrai dans tous les domaines, c'est-à-dire nous sommes pétris de raison, d'intelligence et d'instinct. Et l'histoire nous montre que ces instincts finissent toujours par ressortir. Voilà. Donc, s'il y a une leçon morale et intellectuelle à tirer de l'histoire, de la transmission de l'histoire, de son enseignement, de son apprentissage, qui est celui-ci, c'est nous n'avons pas changé, alors ne faisons pas comme si nous étions meilleurs et si nous n'avions plus rien à apprendre de ce qui s'est passé avant, et comme si ce qui s'était passé avant ne pouvait plus nous arriver. Allez demander aux Israéliens qui pensaient que ça ne leur arriverait plus jamais et qui brusquement se retrouvent confrontés, et pas seulement les Israéliens mais tous les Juifs du monde, dans la tête de chacun d'eux,
à 2000 ans de persécution, de pogrom couronné par la solution finale, même ceux qui sont nés bien après. L'histoire qui revient et qui frappe violemment à la porte. On en parle tout de suite après cette petite pause. On va continuer cet entretien avec Henri Guénaud et avec vous au 0826 300 300. On vous attend au standard. À tout de suite. Un livre à lire, un livre que je recommande, Henri Guénaud, à la 7e fois, Les murailles tombèrent, c'est aux éditions du Rocher. Henri Guénaud, effectivement, on dit voilà, l'instinct est là, et effectivement, d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, c'est toujours pareil, c'est la langue de Zop, mais il y a eu quand même, et il y a encore, une tentation qui avait déjà existé avec le nazisme, le bolchevisme et peut-être Pol Pot et autres. Vous savez, la tentation de l'homme nouveau, et surtout la tentation, vous en parlez longuement dans votre livre, de la table rase. Et ça, c'est quoi? C'est un nihilisme qui, à un moment donné, dire, écoutez, moi, je sais ce qu'il faut faire, je suis le camp du bien et du progrès, et donc, je vous dis que si la biologie n'existe plus, le woke, je vous dis que si effectivement tous ces capitalistes ou tous ces juifs ou tous ces ceux-là doivent disparaître parce qu'ils nous ont ils nous ont pourri la vie, et on va faire table rase. C'est quoi cette tentation nihilistique fabuleuse qui traverse les époques, les siècles? Alors, bon, il y a plusieurs formes de table rase. Il y a des tables rases très violentes, très radicales, et puis des tables rases comme on en voit aujourd'hui quand on laisse l'histoire de côté, quand faire table rase, par exemple, de l'identité d'une nation. Bon. Oui, parlons des tables rases d'aujourd'hui, justement. Ouais. Mais elles sont... Les tables rases radicales sont intéressantes parce qu'elles permettent d'analyser mieux le phénomène. Donc, c'est toujours une surestimation de ce que l'humain est capable d'accomplir. C'est-à-dire, Monet Pompidou avait une remarque très, très, très juste. Il disait, un pays n'est pas une page blanche. C'est-à-dire que vous êtes obligé de vous construire, vous, et de construire la société, de construire l'institution. Voilà. Vous construisez l'homme sur l'homme. Bon. Et vous n'êtes pas le commencement de l'homme. Vous n'êtes pas le commencement de l'homme, même si vous le pensez. Vous-même ne commencez pas le jour de votre naissance. Vous n'êtes pas Adam, disons. Voilà, vous n'êtes pas le premier homme. Voilà, l'origine. Et donc, forcément, vous construisez l'homme sur l'homme, vous construisez la société sur la société, la ville sur la ville. Et en général, c'est pas une très bonne idée de raser la ville pour en faire une totalement nouvelle. Donc, ce qui laisse une place énorme à la volonté humaine, mais jusqu'à un certain point. Bon, alors, qu'est-ce qui fait, faisons un peu de psychologie, enfin, même parce que là, qu'est-ce qui fait de vague par vague, et encore aujourd'hui, encore une fois, à bas bruit ou à haut bruit, des gens qui disent, ah non, on va raser la ville. Parce que nous, on a une idée, pour que cette idée arrive, il faut enlever tout le reste. C'est quoi? Toujours, L'hubris. Ah oui, c'est une forme d'hubris, ça pourrait. Là, on se retrouve. D'ailleurs, c'est un vrai sujet aussi que j'aborde. C'est cette disparition totale de la réflexion tragique, de ce que nous a appris la Grèce antique sur notre condition humaine. C'est l'oubli de la condition humaine, l'oubli de sa finitude. Alors, ça finit aujourd'hui, ça se transforme aujourd'hui en espèce de transhumanité, de surhumanité. On voit bien que la table rase aujourd'hui, elle peut se faire d'un tas de façons, dans l'effondrement de l'éducation, mais aussi dans une espèce de mythologie du numérique, de l'intelligence artificielle qui va résoudre tous nos problèmes. Et non, on va buter comme toujours sur la nature humaine, dans ce qu'elle a encore une fois de mieux ou de moins bien. On va buter sur tous les héritages, les empreintes profondes qu'ont laissé l'histoire, les civilisations. Bourdelle disait, il y a une chose qui dure le plus, le personnage de l'histoire qui est le plus durable, c'est la civilisation. Voilà. Donc ça. Et derrière la civilisation, il y a la nature humaine. Vous pouvez rien comprendre à ce qui se passe dans les plaines d'Ukraine aujourd'hui, ou ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Si vous ne tenez pas compte de tous les fantômes qui habitent ces terres, qui habitent parfois depuis des décennies, depuis des siècles, depuis des millénaires. Voilà. Il y a
notre époque rajoute à ce penchant naturel de l'homme qui se prend pour Dieu, elle rajoute encore une fois cette idée que, ayant maîtrisé tellement plus que les générations passées, les sciences, les techniques, ayant accumulé tellement plus de savoir, encore une fois, elle ne reconnaîtra pas les mêmes crimes, elle ne fera pas les mêmes fautes, et donc elles fonce tête baissée dans toutes les fautes et tous les crimes du passé. Tout à fait. Voilà. Vous donnez beaucoup d'exemples là-dessus, d'ailleurs. Non, je voudrais juste qu'on reste un tout petit peu, on a beaucoup parlé de cela, mais le wokisme ou la théorie du genre, notamment, est très forte en ce qu'elle est. Pour moi, c'est une théorie fasciste, enfin totalitaire, au vrai sens du terme. C'est totalitaire. En tout cas, ça le devient. Et vous savez, tout peut devenir totalitaire. Moi, je pense qu'il y a la première règle morale à se fixer, et intellectuelle aussi d'ailleurs, mais c'est celle de la limite. Alors, vous savez, Camus disait, nous avons besoin d'une philosophie des limites. Tout peut être bon jusqu'à un certain point. Un homme, ça s'empêche. Exactement, un homme, ça s'empêche. Et vous pouvez vous pouvez penser détenir la vérité religieuse. Oui, mais il faut absolument se dire jusqu'à un certain point. Je peux pousser ma logique jusqu'à un certain point. Je cite souvent d'ailleurs le début du Caligula de Camus. Vous savez, il vient de perdre sa sœur, donc il est désespéré. On ne sait pas très bien quel rapport exact il avait avec sa sœur. Enfin, il est désespéré. Arrive un conseiller qui lui dit César, il faut que je te parle de quelque chose d'important. Et César, il dit en substance, il dit non, mais moi je viens de perdre ma sœur, tout le reste ça compte pas. Et là, le conseiller ainsi, c'est très très important. César, c'est la chose la plus importante au monde. Bon, alors il finit par écouter son conseiller, puis lui répondre, et il lui dit bon, très bien. Alors, tu veux me parler de quoi? Tu veux me parler du trésor? Oui, César, est-ce qu'on a besoin d'argent? Bon. Et il dit j'ai une idée. On va obliger tous les citoyens de l'Empire à souscrire un testament en faveur de l'État. Bon, et puis, comme il faut de l'argent régulièrement, chaque année, on en exécutera un certain nombre. Voilà, comme ça, on aura des ressources pérennes. Alors, le conseiller est un peu effaré. Et Caligula dit, mais tu m'as bien dit que c'était la chose la plus importante au monde. Donc, c'est plus important que la vie humaine. Voilà. Donc maintenant, je résume avec mes mots, mais maintenant vous allez voir, nous allons vivre selon la logique. Vous allez voir, vous allez souffrir. Parce que même la logique, bien sûr. Voilà, dire toujours il faut pousser la logique jusqu'au bout, eh bien non. Oui. Même la logique peut devenir criminelle et folle. Donc toujours jusqu'à un certain point. Voilà. Et ça, nous l'avons oublié. Alors, et pas que les politiques, hein, c'est tout le monde. Vous savez, j'emploie souvent le on ou le nous parce qu'au fond, quand nous n'avons pas décidé, nous avons laissé faire. Et que, au bout du compte, nous avons aussi la politique et les politiciens que nous méritons. Ça, c'est clair, et il faut le rappeler. On se retrouve après une toute petite pause avec Henri Guénaud. Avec Henri Guénaud et avec vous surtout au 0826 300 300. À tout de suite. Oui, toujours avec Henri Guénaud, la 7e fois les murailles tombèrent. Ce livre, effectivement, est-ce que nous sommes au 6e coup de trompette? Est-ce que nous sommes au 5e coup de trompette? Ou déjà, on a entendu le chant de la 7e. On l'a entendu pour Beethoven, mais c'était la 9e, et c'était l'Europe. Mais justement, Henri Guénaud, que ce soit l'Europe, l'école, les institutions, et vous faites l'inventaire dans votre livre de tout cela. Parlons peut-être pas de l'homme nouveau, mais de l'homme rabougri, givaroisé. Et encore une fois, c'est vrai qu'on a les politiques qu'on mérite, mais qu'est-ce qui se passe de ce point de vue-là? C'est-à-dire que on a l'impression tout se passe comme si, oui, mais écoutez, on ne peut rien faire, on est impuissant. Est-ce que c'est la haine de soi? Est-ce que c'est quoi? C'est un masochisme? C'est quoi? Alors, la haine de soi, elle travaille dans nos sociétés occidentales d'une façon dramatique. Vous vous rendez compte qu'on veut donner des leçons au monde entier et en leur
proposant comme modèle un modèle que nous détestons et que nous détruisons tous les jours. Enfin, parce que quand même le wokisme, la cancel culture, ça ne sont pas développés tout seuls. Hein. On les a laissés gagner du terrain. Alors on commence à peine à se dire que peut-être l'écriture inclusive est délétère. Ça fait longtemps qu'on aurait pu s'en préoccuper. Ne parlons pas du reste. Ne parlons pas de la théorie du genre, du refus de distinguer le féminin et le masculin, tellement nous sommes géniaux et meilleurs que toute l'humanité, plus forts encore que la nature. Bon, ouais. Voilà, je crois qu'il y a un climat général, puis il y a le fait que aujourd'hui, la politique, si on se concentre sur la politique, mais encore une fois, il y a l'indifférence des citoyens aussi pendant des années. Mais est-ce qu'elle n'a pas été aussi provoquée, je veux pas protéger les citoyens, ou les excuser, mais elle n'a pas été provoquée par le fait de regarder l'impuissance du politique. Alors, mais l'impuissance du politique, elle s'est organisée, l'impuissance du politique. Elle a été organisée par le politique lui-même, et avec la santé. Mais pourquoi ? Pourquoi organiser sa propre impuissance quand même. Mais d'abord, c'était l'air du temps. Alors ça, quand il y a, vous savez, pour résister à l'air du temps, il faut de grands caractères, de grandes intelligences. Le politicien ordinaire, il cède à l'air du temps. Il faut reconnaître que la pression de l'air du temps, elle est très forte. Hein. Voilà. Et finalement, tout le monde s'est accommodé de cette superficialité. Je vous donne un exemple, que tout le monde devrait y réfléchir, mais quand les électriciens gaziers se mettaient en grève et manifestaient contre les directives européennes, bon, alors tous les gens disaient oui, mais enfin c'est des privilégiés, faudrait presque leur retirer le droit de grève, quoi. C'était bon. Et oui, mais maintenant on paye la facture, c'est-à-dire que comme on a laissé faire. Et là, ils se battaient pas spécialement pour eux, ils se battaient pour leur outil de travail. Et ben maintenant, on a le marché unique de l'électricité, donc paraît-il, on peut pas sortir ce qui est une ânerie. Portugal et l'Espagne l'ont fait, oui. Voilà, les commerçants, les artisans, ils ont vu des augmentations de 200-300% de leur facture d'électricité. Tout ça a des causes. C'est Marcel Boiteux, qui a été président d'EDF, le président emblématique d'EDF pendant des années, et qui a fait le plan nucléaire, raconte comment à l'époque, il n'arrivait pas c'était la violence qui entourait l'implantation des centrales nucléaires. C'était tellement violent qu'on lui a plastiqué son appartement. Vous voyez, donc il y a aussi des forces. Et quand on pense que jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui voulaient démanteler le nucléaire. Voilà, aujourd'hui, nous sommes sous la dictature, comme il n'y a plus de politique, parce que la fin, le politique, au fond, il y a les politiques qui ont laissé faire ça, ou qui l'ont même organisé, ils se sont eux-mêmes déresponsabilisés. C'est-à-dire que, au fond, c'est plus simple de dire j'y peux rien. Ah, mais comme il y a la dépolitisation de l'économie et de la société était dans l'air du temps, l'idéologie dominante. Elle a laissé la place à quoi ? Elle a laissé la place aux tribus, aux minorités agissantes, aux intérêts particuliers. Tout ça, enfin, les nations deviennent, les sociétés deviennent des juxtapositions de communautés, de tribus, regardez où on en est. Et donc voilà, et la violence ressort quand l'État s'abaisse, quand la politique s'affaiblit, la vraie politique, celle qui est là pour organiser la vie de la cité, eh bien, toutes ces violences primitives ressortent. Et nous nous trouvons devant aujourd'hui un abîme de violence. Et cet abîme de violence, il n'a pas qu'une seule cause, il n'a pas qu'une seule figure. Il peut avoir la figure des bonnets rouges, des gilets jaunes, des figures ethniques, religieuses, politiques. Bon. Mais voilà, c'est toutes ces violences s'agrègent. Moi, j'ai toujours été très frappé par les travaux de René Girard sur la violence. Et la violence, voilà. Et il dit quelque chose dont il nous faut nous pénétrer, c'est que les sociétés trop divisées finissent toujours par essayer de rétablir leur unité par la violence. Voilà, nous sommes au bord. Est-ce que nous en prenons conscience ? Et il dit aussi quelque chose de très intéressant, il dit se rassurer, c'est souvent contribuer au pire. Voilà. Donc il ne faut pas se rassurer, il faut ouvrir les yeux, constater
la violence qui monte partout, qu'on a nié pendant des années parce que tout le monde voulait être tranquille. Il n'y avait pas de violence à l'école, pas de violence à l'hôpital, il n'y avait de violence nulle part. Les juges n'en voyaient pas, les sociologues n'en voyaient pas. Mais elle était là jusqu'au jour où on n'a vu pas de vague, et puis on a compris que si on la voyait pas, c'est parce qu'on voulait pas la voir. Voilà. Mais elle est là. Et le jour où on les a submergés, comme au Bataclan, comme ailleurs. Elle grandit dans le monde. Jamais les désordres du monde n'ont été aussi grands aujourd'hui que depuis la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas le camp du bien, le camp du mal. Il y a du mal et du bien en tout homme. Et donc tout homme doit se poser cette question. Voilà. Et pendant des années, nous avons pensé que tout ça ne nous arriverait plus. Regardez, les grandes crises financières, ça pouvait plus nous arriver. Ça nous est arrivé et le monde a failli s'effondrer. Voilà. On a oublié parce qu'on est passé juste à côté. Bon, les pandémies, ça pouvait plus nous arriver à nous, les pays développés, civilisés, etc. Et bien voilà, c'est arrivé. On n'était pas prêts. On avait même détruit tous les instruments qui auraient pu au moins nous aider à gérer cette crise. On les avait délocalisés, cher Henri. On avait délocalisé les médicaments, mais on avait fait un outil qui s'appelait les Prus, qui était établissement public qui était chargé de gérer les urgences sanitaires, de charger la logistique et l'organisation. On l'a d'abord, on lui a supprimé petit à petit ses crédits. On l'a noyé dans Santé publique France, alors que c'était une culture très différente du reste. Il a disparu. Et ben pendant toute la crise, pendant toute la pandémie, pendant toute la crise sanitaire, on n'a pas eu un instrument pour gérer la logistique. Voilà. Alors on avait des lits vides dans les cliniques privées à côté des hôpitaux, et on envoyait les gens à l'autre bout de la France. Enfin, mais parce que ça ne pouvait pas arriver. Mais c'est pareil, la guerre de haute intensité, comme on dit aujourd'hui, ça ne pouvait plus arriver. Guerre des tranchées qui aurait pensé que ça pouvait, c'est à la porte de l'Europe. On se rend compte qu'on n'a pas de chars, qu'on n'a pas beaucoup de chars, pas beaucoup d'avions, pas d'artillerie, brusquement. Mais moi, je l'ai vécu pendant des décennies. Ça ne servait plus à rien puisque ça ne nous arriverait plus. Ça ne pouvait plus nous arriver. Ça ne pouvait plus nous arriver. Voilà, mais ça c'est même en dehors, même voilà, c'est terrible. Est-ce que ça pouvait nous arriver est-ce qu'on pensait que ça pouvait nous arriver de voir des étoiles de David peintes sur les murs de Paris? Est-ce que ça pouvait nous penser qu'on allait avoir des jeunes imbéciles dans le métro qui allaient crier qu'ils étaient fiers d'être nazis, antisémites, etc. Alors vous savez ce qu'ils ont dit d'ailleurs, juste un mot, parce qu'on l'a diffusé avant, mais c'était intéressant, ils avaient coché toutes les cases. Un témoin qui était là, il disait voilà, ils ont nique la police, nique la France, nique les Juifs, et puis vive la CAF, vive le RSA. Oui, mais intéressant. C'est très bien, mais il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, c'est que d'abord le RSA, ça permet à des mères toutes seules d'élever leurs enfants, parce que si elles n'y arrivent pas, on les aura sur les bras et pendant des décennies. Donc, mais ça, c'est à la limite, je veux dire, c'est par rapport à certains dérapages, c'est secondaire. Mais ça aussi. Mais on a l'impression que les gens l'acceptent. Enfin, l'acceptent. Vous savez ce qu'elle disait? Non, juste. Mais oui, mais... Juste, elle disait oui, mais les gens avaient l'air de dire. Peut-être pas d'approuver, mais de sourire, quoi. Vous n'imaginez pas à quel point les sociétés ont une capacité à banaliser ce qu'ils auraient la veille jugé impensable. On a enfermé tout le monde, par exemple, pendant la pandémie, à tort ou à raison, mais tout le monde s'est couché. Et puis les vieilles horreurs sont sorties. On dénonçait son voisin. Le nombre de dénonciations invraisemblables. On allait écrire on allait applaudir les soignants, et puis on allait écrire sur la porte de l'infirmière au rez-de-chaussée. Va-t'en, tu es une criminelle parce que etc. Enfin, voilà, ça ressort vite, hein, les instincts. Mais ça ressort très vite. C'est pour ça qu'il faut jamais jouer avec le feu. C'est pour ça qu'il faut prendre ce risque. Et nous pensons encore qu'il y a des choses qui ne vont pas nous arriver et qui peuvent nous arriver. Oui, les guerres civiles, ça peut encore nous arriver. Oui, les guerres de religion, ça peut encore nous arriver. Oui, les guerres tout court, ça peut encore nous arriver. Voilà, et il faut arrêter de penser que nous sommes invulnérables, que nous sommes devenus... Nous sommes prémunis contre tout ça. Et ça commence par là, la réforme intellectuelle et morale de la politique, mais aussi de la société. Si nous abandonnons ça, nous sommes perdus. Voilà, le malheur va revenir. C'est pas dire que l'humanité va disparaître, hein, mais le malheur va revenir. Arrêtons de jouer avec le feu en pensant que plus rien de grave ne peut nous arriver. On va voir ce que nos auditeurs en disent, Esteban. Oui, on vous donne la parole juste après cette courte pause au 0826 300 300. À tout de suite. 13h46 sur Sud Radio, nous sommes toujours avec Henri Guénaud qui vient nous voir aujourd'hui pour son livre à la 7e fois les murailles tombèrent, c'est aux éditions du Rocher. Et puis nous sommes avec Sandrine qui nous appelle depuis le Tarn-et-Garonne. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Oui, bonjour. Bonjour André Berkoff et bonjour Monsieur Guénaud. Bonjour. Oui, je vous appelle parce que voilà,
par rapport à ce qui s'est passé par rapport à ces jeunes dans les métros, tout ça, et que les gens ils se disent oh bon c'est des jeunes. Mais moi je suis très choquée dans le sens que quand ils disent on nique la France et après on aime vive la casse et tout ça, mais l'histoire de France, est-ce qu'ils la connaissent bien? Qui a créé justement cette sécurité sociale? Qui a créé tout ça? C'est l'Europe ou c'est la France? Donc ils oublient la France, mais à un moment donné, comme si la France elle a été un peu trop diluée, et ça je reproche beaucoup à des hommes politiques, à l'Europe, mais on a oublié ce que la France a fait. Voilà. Et je me dis mais ces jeunes ils connaissent pas du tout et que là il faudrait la remettre au programme. Voilà. Tout ce qu'a fait la France. Voilà. Henri Guénaud. Oui, mais voilà, moi je partage tout à fait votre sentiment. Et c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre et pour lesquelles je continue à participer au débat public, même si parfois ça me coûte beaucoup. Regardez l'état de l'école. Enfin, tout le monde tout le monde. Je vais dire les élites, mais j'aime pas ce mot parce que d'abord être une élite, ça se mérite. Oui. Ça se mérite. Voilà, et ça se remplace aussi. L'utilitarisme qui a guidé les réformes de l'enseignement, la manière de former les gens. Plus le refus de l'assimilation, de mettre en place des politiques d'assimilation, ont tout détruit. Là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit mais l'histoire ça sert à rien. L'histoire ça sert à rien. Mais si ça sert, ça sert exactement comme vous venez de le préciser. Non, c'est pas l'Europe qui a fait la sécurité sociale. Non, c'est pas l'Europe qui a fait l'assurance maladie. Non, c'est pas l'Europe qui a fait l'école de la République. Non, c'est pas, etc. C'est pas l'Europe qui a fait la nation française, qui a fait la République. Mais c'est pas les marchés, ce sont pas les marchés non plus. Voilà, ce sont pas les postmodernes, les wokistes, les décolonialistes, les cinglés qui vont démolir les statuts. Mais voilà, à partir du moment où la société dans son ensemble a collectivement renoncé à éduquer les enfants, n'a plus attaché de valeur à l'histoire, à la transmission. Le problème de la transmission, il est considérable. Une nation, ça existe, et une société, ça existe dans la continuité. C'est une ignorance crasse qui les habite, c'est ça. Alors, ça suffit pas toujours, encore une fois, à maintenir la bête sauvage à l'intérieur de chacun. Mais quand même, ça prend conscience. Voilà, mais voyez la scène que vous décrivez, elle est puisque les gens, finalement, à part, je crois qu'une dame a fait une remarque, et puis un monsieur aussi, mais finalement consentent à entendre des énormités pareilles et à banaliser finalement ce qui ne devrait jamais l'être. Mais encore faut-il attacher de l'importance aux choses. Voilà, et pour ça, il faut avoir appris à attacher de l'importance aux choses. Apprendre. On remercie Sandrine de son appel et on accueille Eric qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Eric. Bonjour Eric. Bonjour André Berkoff, encore bravo pour votre émission. Je voudrais m'adresser très rapidement donc à Henri Guénaud que vous Bonjour. Aujourd'hui. C'est une personnalité politique pour lequel j'ai beaucoup de respect et d'admiration au regard de son parcours personnel et au regard aussi de ses prises de position. Je dirais avant 2005, 2006, 2007, notamment quand il s'est engagé avec Philippe Séguin sur la question européenne. Mais après, quand il fut aux affaires, ou presque aux affaires, je trouve que ce qu'il dit aujourd'hui est tout à fait vrai, ses propos sont véridiques, mais on ne l'a pas beaucoup entendu alarmer ou dire attention, on va dans le mur, et de critiquer donc c'était peut-être son mentor ou l'homme qu'il soutenait en tant que conseiller, qui était Nicolas Sarkozy, et on l'entend pas dire oui, j'aurais dû, ou oui, on a laissé faire, on a été trop, notamment sur l'immigration, notamment sur l'Europe, même, il a été, à ce moment-là, il n'a pas on l'a pas assez entendu, vous dites, Eric. Voilà. Alors qu'on l'avait bien entendu quelques années plus tôt avec Philippe Séguin, etc. Donc, c'est peut-être là. Et je pense qu'aujourd'hui... Mais vous voulez qu'il fasse un acte de contrition, peut-être? Je peux répondre? Un acte de contrition, c'est pas ça. Mais un acte de rupture en disant, oui, là, j'ai fait une erreur, ou on a fait vraiment une erreur, et maintenant, il faut repartir. Et je pense qu'il a peut-être encore une carte à jouer, une personnalité à jouer dans le débat européen qui va s'ouvrir. Henri Guénaud va vous répondre, Eric. Alors,
d'abord, quand on accepte d'être conseiller du président de la République, on accepte de dire à l'intérieur ce qu'on a à dire, plus qu'à l'extérieur, sinon on s'en va. Voilà. Je n'ai pas pour habitude de venir à la télévision ou à la radio pour raconter tout ce qui s'est dit à l'intérieur. Voilà. Moi, j'ai joué mon rôle de la façon qui me semblait la plus conforme à mes convictions. En fait, c'est plus qu'un devoir, c'est un devoir qu'on se donne à soi-même. C'est-à-dire que à un moment donné, on essaye de peser autrement que en se produisant sur les plateaux de télévision. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième, c'est que beaucoup de fautes, j'en ai déjà parlé tant de fois, alors peut-être pas censé entendre tout ce que j'ai pu dire ou lire tout ce que j'ai écrit depuis, mais j'ai dit les erreurs que nous avions pu parfois commettre. Je dis nous parce que il y a une forme de solidarité qui s'appelle, comme dirait Michel Onfray, ça s'appelle la loyauté. Voilà, la loyauté pour moi ça reste une vertu. Si vous voulez. Je crois en plus quand même qu'il faut pas non plus être injuste avec Nicolas Sarkozy. Ça n'a pas été le pire président de la Ve République, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est quelqu'un qui a affronté des crises terribles d'une façon que je trouve remarquable, que ça soit la crise géorgienne, que ça soit la crise financière. Voilà, c'est ça aussi gouverner. Après, moi, j'ai voté non à tous les traités européens. J'ai toujours voté non. Toujours voté non, fait campagne. Voilà. Bon, je pourrais revenir, mais à ce moment-là, il faut qu'André Berkoff nous consacre une émission à la question européenne et à ce qui s'est passé, notamment après la Constitution européenne. Voilà, je vais pas ouvrir ce débat maintenant. Et mon souci, c'est que plutôt que de pleurer sur le lait renversé du traité de Lisbonne, et qui est moins important que le lait renversé au moment de Maastricht, puisque la vraie rupture, elle se produit là. Henri Guénaud, sauf que, et là, encore une fois, c'est pas une mise en cause vous-même, ni d'ailleurs, c'est que, est-ce que ça n'a pas amené, parce que je reviens à votre livre, est-ce que le fait que les Français ont voté non au dernier référendum de l'histoire de France jusqu'ici, enfin, au plus récent, c'est-à-dire 55% contre la Constitution européenne. Oui, dont moi. Dont vous, absolument. Et qui a été enterré par le traité de Lisbonne. Est-ce que ça n'a pas donné aux Français, et ça rejoint l'idée que... Alors, moi, je pense que ça a été ressenti par beaucoup de gens comme un naufrage démocratique. Bon. Alors, après, on peut discuter. Il l'avait dit dans sa campagne. Ça ne voulait pas dire, ça ne voulait pas dire qu'il y avait une approbation, mais il avait trompé personne. Il a négocié un traité simplifié à Bruxelles. Après, moi j'ai appris ça aussi dans l'exercice du pouvoir. Après, vous confiez la rédaction du traité simplifié à 27 ou 28 bureaucratie, diplomatie, plus la technocratie européenne, et puis ils reviennent après avoir discuté chaque virgule pendant après 3 mois, et puis vous pouvez plus rien changer parce que même si ça ne correspond plus au projet initial, donc ça m'a appris aussi que la bonne solution n'était pas dans la renégociation complète d'un traité, mais dans autre chose dont j'ai beaucoup parlé, mais qui mériterait qu'on en reparle un jour. Si on veut changer tout ça, et c'est ça la vraie question aujourd'hui, d'une part, il faut plus pouvoir prendre ce genre de pouvoir approuver ce genre de traité sans référendum. Il faut le mettre dans la Constitution. Voilà. Aujourd'hui, c'est pas la Constitution. La Constitution permet de le faire par le Congrès. Et deuxièmement, il faut changer la Constitution pour rétablir une hiérarchie des normes qui donne la primauté à la loi nationale quand elle est postérieure au traité, au moins, comme c'était le cas dans l'interprétation que donnaient les juridictions françaises, les hautes juridictions françaises de l'article 55 de la Constitution pour la Cour de cassation jusqu'en 75 et pour le Conseil d'État jusqu'en 89, c'est-à-dire que c'est la dernière expression de la volonté du législateur qui l'emporte. Voilà, à chacun après, à chaque gouvernement et à chaque majorité de l'utiliser avec discernement. C'est la seule façon de rétablir la responsabilité politique. On ne pourra plus dire alors je n'y peux rien.
c'est pas moi. Et c'est le je n'y peux rien qui est terrifiant, c'est ça. Mais oui, mais c'est ça. Parce Mais qu'on aujourd'hui, a plus fait de référendum depuis aujourd'hui, 2005, oui, mais aujourd'hui c'est le cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas le Parlement qui fait la loi. Ce sont les juridictions, en s'appuyant sur leur propre interprétation, et notamment celle de la Cour de justice de l'Union européenne, des traités, puisque les traités sont aujourd'hui considérés comme supérieurs à la loi, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs à la loi française. Donc, voilà, on a dépénalisé le fait d'être en situation irrégulière en France. Alors, on peut dire que c'est Hollande qui l'a fait. Oui, mais sauf que avant qu'il le fasse, dans la loi, les juridictions françaises et européennes avaient aboli la loi en réalité. On va faire une émission sur l'Europe effectivement là-dessus et voilà, et là je voulais vous remercier d'ailleurs et encore une fois recommander votre livre parce que là aujourd'hui on a plus que jamais besoin d'un exercice de lucidité qui vous concerne, à vous. Et on le rappelle, ce livre, à la 7e fois, les murailles tombèrent, c'est disponible aux éditions du Rocher. Merci à tous.